Cette fois-ci, j'ai développé ce projet, avec, Jana MekaMR. Donc voilà, un objectif double pour un planeur, génération procédurale de niveau et NPC planning, donc planification pour l'IA. Donc Jana, a plutôt, géré la partie génération procédurale, lorsque moi je gérais plutôt la partie planification en IA. Et donc c'était au cours du projet Khaldun, que j'ai fait en troisième année, à Isard Digital. Alors, on va voir du coup un petit peu de théorie. Donc déjà, pourquoi utiliser la planification? Alors, Khaldun, c'est un jeu qui regroupe deux genres, roguelike et Metroidvania. Vous savez pas ce que c'est? Pas de souci, vous allez voir, c'est très simple. Donc déjà, le point commun entre ces deux jeux, c'est que bah, on n'arrête pas de se battre contre des IA, un peu comme dans Kaiowa. Euh, voilà. Ensuite, Metroidvania, ça induit le fait que ce soit un platformer 2D. Donc, le joueur se déplace de plateforme en plateforme en 2D. Très simple. Et roguelike, ça veut dire que on a de la génération procédurale de niveau, donc ça veut dire que le niveau est généré aléatoirement à chaque début de partie. On relance la partie, c'est jamais le même niveau, tout est changé, et c'est voilà, nouveau monde qui commence. Alors ces deux choses-là, platformer 2D, génération procédurale de niveau, ça induit que eh ben, c'est difficile pour l'IA de s'adapter à l'environnement. Et oui, alors on connaît un peu ces jeux de platformer 2D où l'IA reste un peu sur sa plateforme, gauche-droite, et elle sait pas trop quoi faire. Là, en plus, avec la génération procédurale de niveau, bah, ça veut dire qu'au-delà de la plateforme, là, on ne sait pas du tout ce qu'il y a en fait. Donc, c'est vraiment difficile pour l'IA de faire quelque chose. Mais finalement, bah, on n'arrête pas de se battre contre des IA, c'est difficile de s'adapter à son environnement. Et bien, ça nous amène à pourquoi pas faire une IA qui serait smart, donc voilà, plutôt intelligente et dynamique, qui en fait favoriserait l'immersion. C'est ça la planification en fait, favoriser l'immersion. Donc, bah, si on choisit la planification pour de l'IA, bah, finalement, dans ce schéma, il y a 2 choses, qui, sont, générées aléatoirement. Il y a effectivement l'IA, mais du coup, il y a la génération procédurale de niveau. Donc à partir de là, on s'est dit: «Bah, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter, ce comportement, fait pour les IA, à la génération procédurale de niveau?» Sachant que ça n'a pas été fait, on a c'est documenté, on a regardé, ça n'a jamais trop été fait. Du moins, ça a été fait, ça n'a pas été publié. Donc, on en arrive à la question, est-ce qu'on peut appliquer de l'ingénierie comportementale au décor? Est-ce que le décor peut être comme un personnage, comme une IA, auquel on pourrait appliquer cette ingénierie comportementale? Donc, bah, comment est-ce qu'on a pu appliquer cette ingénierie-là? Donc, sur un classique GeoAP, on utilise la norme STRIPS. Donc, chaque action a des préconditions et post-conditions qui doivent être validées pour être ajoutées au plan. Donc nous, on s'est dit, bah, en fait, une action, ça va être une room, et en fait, on aura juste à mettre des rooms bout à bout, voilà, choisis un peu aléatoirement, et ça va nous créer un niveau, voilà. Et donc finalement, bah, nos préconditions et post-conditions, et ben, ça pourrait être les positions des entrées et sorties dans la room, donc ce qui nous donnerait quelque chose comme ça, voilà. Alors là, dans cette approche-là, il faut que les préconditions et post-conditions matchent exactement à la suite, hein, puisque ce sont des portes. Si les portes sont pas alignées, bah, on ouvre la porte et il y a un mur, donc pas terrible. Là où normalement dans la norme Strips, on n'est pas obligé que ce soit un match direct. Mais voilà, du coup, l'idée de base. Donc on a mis ça en place, mais on est rapidement arrivé à une limitation. Et bah, on génère notre plan, super. Puis du coup, on a notre début, notre fin, super. Mais en fait, on a un niveau qui est complètement linéaire. Donc, ce n'est pas très intéressant, surtout dans un type qui est, je le rappelle, platformer 2D. Donc l'intérêt, c'est de se déplacer, de plateforme en plateforme, vers le haut, en bas, donc ce qu'on appelle la verticalité. Là, finalement, on n'a pas du tout de verticalité, donc en fait, c'est pas intéressant du tout. Alors, on a dû, penser à un design, plus avancé pour pouvoir expandre ce niveau. Donc, bah, la chose qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas, en fait, mettre déjà des ouvertures de tous les côtés, hein, voilà. Et puis en fait, on s'est rapidement aperçu que, comparé à un GeoAP classique où on avait avant on avait une heuristique par action. Mais en fait, là, finalement, ça nous intéresse pas trop de savoir si une room a plus de chances qu'une autre room d'être ajoutée. En fait, pas très intéressant. Par contre, ce qui pourrait nous intéresser, ce serait d'avoir une matrice d'heuristique par direction. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on a plus de chances d'expandre le niveau vers la gauche, vers la droite, vers le haut? Et donc voilà, donc là vous avez un résultat in-engine, donc c'est dans Unity, de ce que ça donne. Donc on a plein de paramètres aussi pour nos designers. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout cette matrice ici. Donc là en fait on peut voir, quand on est à gauche et qu'on veut s'expandre vers la droite, et ben, c'est une heuristique de 4. Quand on est à gauche, on veut s'expandre vers la gauche, c'est une heuristique de 2. Et en fait voilà, donc les designers peuvent utiliser ces paramètres pour choisir dans quelle direction on va expandre
Est-ce qu'on veut que ce soit, du haut vers le bas, du bas vers le haut, gauche-droite ou même en diagonale? Ils peuvent choisir l'expansion de niveau, en fonction de ce qu'ils ont envie de voir, dans le jeu. Donc maintenant on peut voir, concrètement ce que ça donne, cet algorithme-là. Donc on commence avec le début, puis on s'expandra une fois vers la droite, puis vers le haut, pourquoi pas vers la gauche. On expande à droite, encore à droite et encore à droite et finalement on s'expande en bas et ça y est, imaginons qu'on ait atteint l'arrivée. Donc là, et ben voilà, c'est succès, on a réussi à atteindre, l'arrivée depuis le début et on a réussi à s'expandre, donc super. Maintenant, ceci, ça va être, en fait, le plan de notre niveau au sens, propre, donc le schéma du niveau. Voilà, en fait, la planification nous permet de générer le schéma du niveau. Donc ce schéma, c'est une fois à droite, une fois en haut, une fois à gauche, puis ensuite à droite, à droite. Une fois qu'on a ce plan-là, et ben, en fait, il nous suffit plus qu'à choisir des rooms parmi, toutes nos rooms possibles, et en fait, à les sélectionner pour que ça puisse matcher ensemble. Donc voilà, la première room, on sait qu'on doit avoir une seule ouverture à droite. La deuxième room, une ouverture à gauche, en haut. La troisième room, une ouverture en bas, à gauche, à droite. Et il suffit juste de choisir des rooms qui, ont ces conditions-là et qui en plus matchent, les ouvertures. Donc une fois qu'on a une pool de rooms, plutôt large, donc une liste de rooms possibles large, et ben, c'est plutôt confortable. Alors super, voilà le résultat du coup qu'on peut avoir en jeu, donc on peut quand même bien voir la délimitation, des rooms quand on est, dézoomé. Quand on est en jeu, ça se voit un peu moins, mais en tout cas, les rooms assemblés, voilà ce que ça donne. Alors super, mais du coup on arrive à un problème, génération de rooms. Et oui, parce qu'en fait si on veut que ce soit intéressant, si on veut pas que ce soit répétitif, il nous faut plein de rooms différentes. Si on a que 2 rooms, ben, ça va vite être répétitif. Donc pour ça, on a développé, un tool, un outil. Donc en fait, on a une palette de couleurs. Chaque couleur, va signifier quelque chose. Donc voilà, on a le sol, les murs, les cordes, les plateformes et plein d'autres choses. Et en fait, il suffit à, nos designers, de dessiner, sur une grille, leur room, comment ils la pensent, ils la réfléchissent. Donc ils font un peu le sketch, de la room et ensuite ils appuient sur ce, magnifique bouton, generate et tout de suite, voilà ce qui va en sortir. Voilà, on a notre room, avec les briques, toutes bien placées et ensuite une fois qu'on est à cette étape, il suffit juste, de demander à nos artistes de mettre un petit peu d'habillage et voilà, voilà où on en arrive. Alors en plus l'avantage d'utiliser, cet outil, c'est qu'il va générer des métadonnées, donc des informations sur la room elle-même, qui sont à sa les ouvertures, puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc là, voilà, l'outil va générer, voilà, il y a une ouverture à droite à telle coordonnée, une ouverture en haut à telle coordonnée, en bas à telle coordonnée. Ce sera des données qui nous seront utiles, lorsqu'on va faire le matching de room. On l'a vu, hein, une fois avoir généré le plan, on va avoir besoin de ces infos-là pour, matcher les rooms ensemble. Donc très important de nous générer ça, proprement, bien fait, pour qu'on puisse les utiliser, derrière. Et ensuite, donc le dernier point, c'était, bah, comment est-ce que l'IA va pouvoir, s'adapter à cet environnement-là? Donc on a mis en place, des, point of interest, donc des points d'intérêt, qui vont, pouvoir donner des nouvelles actions aux IA, un peu à la méthode, de FEAR. L'IA arrive à un point, elle va gagner une action, sur ce point. Donc, par exemple, nous on a des cordes, des coffres et des portails de téléportation. Donc par exemple, l'IA, quand elle va s'approcher de la corde, elle va gagner l'action, monter et généralement cette action-là, lorsqu'elle la gagne, elle a une heuristique très élevée, ce qui fait qu'elle a beaucoup de chances de monter à la corde lorsqu'elle s'approche d'une corde. Voilà et si, par exemple, l'IA est en haut d'une plateforme et qu'elle voit le joueur en bas, elle va aussi avoir l'action, de descendre. Donc en fait, déjà rien que ces 2 actions-là vont permettre à l'IA de pouvoir un peu pourchasser le joueur à travers le niveau. Elle voit le joueur en bas, elle y va, le joueur essaie de s'enfuir et monte à une échelle. L'IA, elle va le suivre, elle va arriver à l'échelle, à la corde, pardon, elle va pouvoir monter à cette corde et continuer de poursuivre le joueur. Donc voilà, gagner des nouveaux points, des nouvelles actions grâce aux points d'intérêt. Alors on a aussi les coffres et les portails de téléportation qui, eux, ne donnent pas de nouvelles actions, mais c'est quand même des points d'intérêt. Donc l'IA a plus de chances de, au lieu juste de se balader et choisir des points aléatoires, et bien de choisir un point d'intérêt, si elle est à proximité. Ce qui fait que, bah, les IA vont un petit peu garder les coffres ou garder les portails de téléportation. Donc le joueur va être, quand même obligé de se battre s'il veut, récupérer les coffres. Tout ça, en fait, va donner, de la dynamique, de jeu, de la profondeur, un peu à l'IA qui la rend un petit peu vivante et on la sent bien, dans son environnement, elle est pas perdue, elle reste pas sur sa plateforme, elle interagit avec son environnement, elle fait plein de choses et tout ça donc va assurer l'immersion pour le joueur, qui était vraiment le but, principal, de ce jeu. Voilà, merci de m'avoir écouté, donc si vous avez des questions, je suis aussi, prêt, pour vous répondre.
Ah, merci Maxime. Y a-t-il des questions? Je regarde un petit peu le chat avant. Je sais pas. Et alors, du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est le même type de GOP finalement qui est utilisé? Parce que le GOP sur des décisions de personnages, c'est des plans, ça génère des plans d'action très, très réduits, hein. Il y a des contraintes de performance forcément. Est-ce que là, on peut se permettre des plans d'action un peu plus, pas des Ouais, plans? c'est exactement le même GeoAP. En fait, on a une couche un petit peu abstraite qui nous permet ensuite de mettre plusieurs implémentations différentes. Mais ensuite, oui, c'est exactement le même système, c'est ça. En fait, on a des paramètres qui nous permettent de gérer la profondeur maximum d'un plan. Donc, par exemple, pour les IA, c'est généralement 5. Mais par exemple, là, pour le niveau, bah, en fait, on peut mettre le nombre de rooms maximum qu'on veut. Donc, mettons 30 rooms. Voilà. On a quelques paramètres qui vont changer, mais sinon, c'est le même planeur. C'est ça qui était vraiment intéressant et qu'on n'a pas trop trouvé dans d'autres documents de recherche avant ça. Alors, une question, pardon, de Raphaël. Travaillez-vous sur un outil permettant de ne plus passer par des humains pour des ajouts artistiques? Eh oui. Alors ouais, ça c'était très intéressant et c'est d'ailleurs l'une des choses auxquelles on a réfléchi. Alors déjà il faut savoir que alors c'est très intéressant pardon, pour de la recherche, dans le sens où bah, on aimerait un petit peu tout automatiser. Le truc c'est que dans une production de jeu, ça risquerait un peu de froisser les artistes de dire bon non non donnez-nous les assets, on va les placer par une IA. Je sais qu'en tout cas nos artistes ils aimaient beaucoup en fait reproduire une intention dans les rooms et avoir une cohérence graphique. Donc, pour vraiment assurer cette cohérence graphique, ça risque d'être compliqué. Et, voilà. Mais ça, en théorie, ce serait possible si on couplerait cet algorithme-là avec un algorithme de réseau de neurones pour lui faire apprendre. Euh, voilà, en fait, on pourrait lui donner des centaines de rooms décorés par des artistes pour que l'IA puisse apprendre depuis ces données. Et ensuite, pourquoi pas essayer de lui donner donner des rooms vides et lui donner des assets à placer et lui laisser placer. Avec un réseau de neurones apprentissage, ce serait totalement possible. Mais voilà, est-ce qu'on arriverait à assurer une cohérence graphique dans tout le jeu? Euh, Ça reste un peu compliqué et les artistes seraient pas très contents. Ouais, bien sûr. Non, mais effectivement, mais ça pose effectivement des questions, hein, Ouais, clairement. ouais, ouais. Bien, bah merci. On passe à la présentation suivante.